Tout d'abord, merci beaucoup de nous avoir associés à ce congrès. On travaille sur une notion que particulièrement je ne connaissais pas et sur laquelle on n'avait pas travaillé avant d'avoir connu la thérapie interpersonnelle avec toi, Hassan. Donc on a essayé de voir en Tunisie, comme vous avez dit tout à l'heure, il n'y avait pas d'études en Afrique, c'est vrai, il n'y a pas eu de publication sur l'attachement et le Covid. Il y a par contre eu beaucoup de publications sur le Covid et la santé mentale en Tunisie en tous les cas. Donc comme vous le savez, le Covid a eu des enjeux directs, il a eu aussi des enjeux indirects. Donc les enjeux directs sont connus parce que ça s'est répandu depuis janvier 2020 à peu près. Ça nous a touché nous à peu près vers le mois de mars. Ça a confiné des populations entières, ça a rempli les hôpitaux, ça a augmenté de manière dramatique le nombre de mortalités. Donc on a eu, comme vous l'avez dit, tous peur de perdre un proche ou de partir soi-même. Et dans la population médicale d'ailleurs, on a eu énormément de pertes en Tunisie, on a eu vraiment beaucoup de décès. Les enjeux indirects évidemment sont sur au moins deux ordres. L'impact psychologique qui est du confinement sur la population générale et qui a entraîné beaucoup de troubles mentaux, puisque vous savez que actuellement un Covidé sur 5 a un trouble dépressif, et le confinement en lui-même qui a entraîné aussi beaucoup de dépression et d'anxiété, vous l'avez déjà dit. Il y a eu aussi un impact énorme sur les soignants qui, en plus du Covid, ont été l'objet d'énormément de violences verbales et de violences physiques. Et nous avons énuméré en Tunisie plus de 7000 violences sur les médecins, alors qu'avant on était dans les 200 par an. Les enjeux indirects, la pandémie du Covid affecte nos comportements sociaux, vous l'avez dit, malgré que comme vous l'avez dit, je l'ai énormément apprécié, que chaque attachement a un rôle en définitive dans la société, et peut-être que ce rôle-là est important. Il apparaît donc naturel que la théorie de l'attachement soit interpellée. L'attachement correspond évidemment à un besoin de sécurité, et celui-ci a été mis à mal par la crise sanitaire. J'ai beaucoup apprécié les anxieux qui seraient des sentinelles, parce que nous on avait une présidente de l'observatoire qui était une anxieuse, énormément anxieuse, et à chaque fois qu'elle apparaissait à la télévision, c'était vraiment la panique. Et en juillet, je me rappelle, d'ailleurs elle a été mise à la porte, en juillet elle a décrété pratiquement l'état d'urgence sanitaire en Tunisie, et donc on n'a plus entendu parler d'elle. Donc les enjeux indirects, à travers différentes recherches et selon les styles d'attachement, l'attitude à l'égard de la pandémie a énormément différé. Et quand même, il faut dire que les personnes insécures, même si les études ne nous paraissent pas aussi fiables que l'on voudrait, ont été plus affectées que les sécures. Les insécures évitant se montrent aussi plus vulnérables. Ça, c'est des données qui ont été retrouvées dans la littérature. La pandémie implique des nécessités de réadaptation qui sont émotionnelles et qui sont aussi relationnelles, et donc elles ont mis à mal pas mal de personnes. Covid-19 et santé mentale, vraiment des publications énormes, en tout cas de par le monde. Donc on a tout ce chiffre qui a été retrouvé, et nous en Tunisie, donc on a vraiment on pouvait plus voir beaucoup de malades, donc on s'est mis à publier, parce qu'on voyait parfois les malades par les fenêtres pour éviter la contamination. Et donc il y a eu énormément de publications sur la santé, mais pas sur les facteurs d'attachement, et sur la santé mentale en particulier, l'état de stress post-traumatique, la santé mentale de la femme. On a eu beaucoup de violences conjugales, comme vous avez dit, les couples ont été mis à mal, et aussi au niveau de l'hôpital, ce qui se passait. Quelques notions théoriques, bon, je sais que tout ça a été déjà dit, l'attachement et le stress, l'internalisation de patterns d'attachement précoce pathologique peut influencer les relations ultérieures de façon à rendre une personne plus exposée et plus vulnérable. La personne qui a une personne de ses relations actuelles et de l'usage qu'elle en fait la rend plus ou moins vulnérable à un effondrement dans les situations d'adversité. Bon, les insécures, je vais passer rapidement puisqu'on n'a pas beaucoup de temps. 17% de la population. Les insécures résistants ou ambivalents, donc vous l'avez dit,
ils ont vraiment un rôle social. On considère que c'est 11% de la population dans les études qu'on a retrouvées. Les désorganisés, désorientés, 20% de la population. Donc ils se retrouvent toujours dans une situation paradoxale puisque ils doivent être sécurisants et ça va causer une crainte. Et il va y avoir un effondrement des stratégies attentionnelles et comportementales souvent. Les parents d'enfants insécures, donc une série de réponses comportementales indirectes ou mal dirigées a été donnée. Ils se présentent comme quand les parents sont effrayés ou quand ils ont des comportements effrayants avec leurs enfants. Donc on avait discuté ce matin, il faudrait surtout éduquer et refaire l'éducation de ces parents si on est encore en âge de les voir, parce que ces enfants insécures, c'est aujourd'hui ce qu'on a beaucoup dans les hyperactifs avec déficit d'attention. C'est-à-dire on met des mots sur des choses que peut-être ça serait autre chose si on étudiait réellement l'attachement de ces enfants-là. Donc on pourrait aller vers d'autres voies. L'évolution, donc du berceau à la tombe, on va traîner un peu ce mode d'attachement, sauf si on fait une TIA. Donc avec les TIA, on va pouvoir changer de mode d'attachement, on va peut-être amoindrir les difficultés qu'on peut avoir. Classification à l'âge adulte, donc l'attachement sécure deviendra adulte sécure, 50% à peu près de ce que j'ai trouvé dans la littérature, mais ce serait 2/3, 1/3 d'après ce que j'ai entendu ce matin. Donc anxieux ambivalent, ça devient des préoccupés, désorganisé, désorienté, ça devient craintif, et insécure évitant, ça devient 16% évitant. Les adultes sécures, donc l'attachement, on le connaît. Le plus bel exemple de l'attachement sécure, donc c'est lui. Il est relativement facile d'être proche des autres et je suis confortable dans cette situation. Donc vous voyez, c'était quelqu'un qui était serein malgré tout ce qu'il a pu avoir. Les préoccupés, alors le plus bel exemple, j'ai trouvé dans un ancien président qu'on avait et qui était aussi dans le refus d'être aussi proche des autres. Je m'inquiète souvent de savoir si mon partenaire m'aime vraiment ou s'il désire rester en ma compagnie. Il est toujours en train de revendiquer. C'est un ancien président qui a été avant dans l'opposition, mais qui a eu notre pays pendant 3 ans et c'était une véritable catastrophe. Donc, mais ça dure encore avec d'autres personnes qui ont certainement des attachements difficiles à gérer. Donc détaché évitant, et là je trouve que le plus bel exemple ça serait donc Hitler. Je me sens mal à l'aise quand je suis très près des autres, je trouve difficile de faire totalement confiance aux autres, je suis anxieux quand quelqu'un cherche à être trop proche, il arrive que des personnes cherchent à être plus intimes avec moi mais je me sens pas très bien avec cela. Donc ça c'est juste pour illustrer cette difficulté, et même si chaque attachement a un rôle, il est peut-être plus sécurisant pour un pays d'être entre les main d'une personne sécure que d'une personne insécure. Donc ça c'est une petite enquête qu'on a fait en Tunisie sur les substances psychoactives et le type d'attachement. Donc on a essayé de voir s'il y avait une corrélation entre l'utilisation des substances psychoactives et l'attachement, donc avec un questionnaire, donc déterminer d'une part le lien entre les types d'attachement et la consommation de substances psychoactives, et d'autre part le type d'attachement et la substance psychoactive consommée. Ça c'était pour faire un clin d'œil à Hassan qui s'intéresse beaucoup à l'addiction. Donc on a fait cette enquête auprès de 50 résidents. Évidemment c'est Google Form et c'est toujours les aléas. Les participants ont été interrogés sur leur consommation. Pourquoi Google Form? Parce qu'en Tunisie, la consommation de drogue est extrêmement, elle est vraiment punie. C'est 5 ans d'emprisonnement, sinon plus. Donc Google Form nous permet d'avoir un anonymat. Donc on a utilisé le RQ et le Bartholomé et le Aurelis. Donc on a pu avoir 4 catégories d'attachement comme toujours. Donc l'âge moyen c'était 28,26. C'est des résidents, donc c'est des personnes qui sont en train de
faire leur cursus. Dans 44%, c'était des résidents en psychiatrie. La consommation était dans un but anxiolytique. C'était vraiment en période de Covid, hein. Donc l'ambiance était une ambiance anxiogène. 50 résidents participaient à cette étude, 74% étaient des femmes. Mais c'est à peu près le pourcentage de femmes en médecine en Tunisie. Sinon, je pourrais dire qu'on est même à 80% actuellement. Donc les sujets non usagés ont un attachement sécure, dans 40% contre 56,7% de sujets consommation et une consommation qui était de type insécure. Donc l'attachement insécure et évitant a été observé chez les consommateurs d'alcool, de tabac, de cannabis, de benzodiazépines et d'opioïdes. L'attachement insécure craintif chez les consommateurs d'opioïdes, l'attachement insécure préoccupé en cas de consommation de la plupart des substances psychoaffectives. Donc c'est une étude qui est assez préliminaire mais qui pourrait faire l'objet d'une étude plus approfondie. Le recours au comportement de la dépendance aux substances psychoactives est particulièrement en fonction de la qualité des premières interactions de l'enfant avec son environnement. La dépression et l'anxiété. Donc elle a concerné 48 soignants. Elle s'est faite en janvier 2022. C'était un autoquestionnaire. L'échelle HAD a été utilisée. L'autoquestionnaire RQ a été utilisé. On a évalué les symptômes anxieux et les symptômes dépressifs. Et on a évalué le type d'attachement, sécure, préoccupé, détaché ou craintif. Donc l'enquête, comme toujours, a été anonyme et la confidentialité a été assurée. C'était 48 médecins qui exerçaient en Tunisie. 69% étaient de sexe féminin, comme je vous ai dit, bon, c'est le pourcentage qu'on a, et 31% évidemment de sexe masculin. L'âge moyen était de 34 ans, 37,5% étaient des médecins diplômés versus 62,5% étaient des médecins en formation interne ou résidents. 79,2% des participants ont travaillé dans un service qui accueillait les patients suspectés ou infectés de Covid. Donc, ils étaient eux-mêmes devant ce stress. 81,3% n'ont jamais été suivis pour un trouble psychiatrique avant le début de la pandémie, alors que 16,7% sont actuellement suivis en psychiatrie, parmi lesquels 64 ont commencé à prendre des médicaments psychotropes après le début de la pandémie. C'est souvent de l'automédication, hein. Alors 50% avaient un style d'attachement sécure. Moi je trouve que c'est intéressant de voir chez les médecins quel type, on devrait faire une enquête de grande envergure et voir le type d'attachement chez les médecins. 50% étaient insécures, 27% étaient détachés évitants, 8% préoccupés ambivalents et 15% craintifs désorganisés. Tout ça évidemment ce sont des échelles qui sont faites via Internet. Peut-être qu'il faudrait faire des entretiens en direct pour avoir des résultats plus concrets. Le site d'attachement et l'impact de la psychologie chez les médecins, donc les épisodes dépressifs, 56,2% ont rapporté que leur santé mentale s'était dégradée pendant la période de la pandémie. Ça, c'était ce qui est rapporté. Par rapport aux résultats des échelles, donc on a trouvé 31,2% qui avaient une symptomatologie dépressive certaine, donc quand même c'est un chiffre qui touche à peu près le tiers de nos médecins, une symptomatologie dépressive douteuse l'autre tiers, et 47 où on n'avait pas trouvé de dépression, et tous ces patients-là n'ont pas été suivis et tous ces soignants n'ont pas été suivis, n'ont pas bénéficié du tout d'une prise en charge, malgré qu'on a souvent dit qu'il fallait absolument débuter à ce moment-là une prise en charge psychiatrique quelle qu'elle soit. Pour l'anxiété, c'est à peu près la même chose, j'allais dire kiff-kiff. 33% ont une symptomatologie anxieuse, 20,8% une symptomatologie qui était douteuse mais qui était anxieuse néanmoins, et 45,8% une symptomatologie où il n'y avait pas du tout d'anxiété. Donc le score HAD était plus élevé dans le groupe des participants avec un attachement insécure, ça on pouvait s'en douter, que celui des participants avec
avec un attachement sécure, avec une différence qui était significative. Et aussi pour l'anxiété, évidemment, c'est les participants qui ont un attachement insécure, elle était aussi plus élevée que chez les participants qui avaient un attachement sécure. Tous ces résultats étaient attendus, évidemment, mais néanmoins ça nous a renforcé dans nos idées. Donc dans le groupe des participants avec un attachement insécure et ceux qui présentant un style d'attachement préoccupé ambivalent ont présenté des scores donc de dépression et d'anxiété plus élevés. Et néanmoins, ça, comme je vous ai dit, ça n'a pas nécessité pour eux, parce que nous sommes quand même en Afrique, au Maghreb, et la psychiatrie reste quand même un sujet tabou, et il est difficile pour des soignants de se faire soigner en santé mentale. Alors, un peu de discussion. Ces résultats ont été retrouvés dans la littérature sur d'autres continents, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, il y a plusieurs études. Il y a même une étude qui a utilisé exactement la même chose que nous, qui a retrouvé les mêmes résultats. Donc, les traits de personnalité et l'attachement. On a travaillé sur l'attachement, le style d'attachement. Donc, c'est celle-là, avec le QR comme celui qu'on a utilisé. Donc, ils ont trouvé, comme nous, que les insécures étaient moins atteints que les sécures. Il y a en Italie aussi un travail qui a été fait sur le Covid, mais ça a particulièrement parlé du tempérament affectif et pas de l'attachement. Et quand ça tourne mal, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, la solution thérapeutique, est-ce que ça serait une type basée sur l'attachement ou une TIA ou ce qu'on veut actuellement faire? En tout cas, on a la chance de peut-être commencer un protocole bientôt et on a la chance, ou peut-être la malchance, d'avoir beaucoup de déprimés. Donc peut-être qu'on pourra travailler sur ça, mais il faudrait absolument que les personnes soient motivées et qu'elles viennent vers nous. On a évidemment enregistré une augmentation énorme de la violence, une augmentation énorme de l'agressivité, et toute cette agressivité, cette violence proviennent évidemment d'une santé mentale qui est mauvaise et souvent d'une dépression ou d'une anxiété chez tout le monde. Donc vraiment, la solution, elle n'est pas loin et il faudrait la trouver. Donc Covid et santé mentale, les recommandations sont disponibles sur le site de la faculté d'Oxford. On peut trouver tout ce qu'il faut faire, mais bon, ça commence par les antipsychotiques. Ça, je comprends pas très bien, mais bon, c'est ce que vous avez parlé tout à l'heure, la théorie du complot. Les laboratoires sont là pour toujours reprendre les choses vers eux. Mais quand même, on parle de la téléconsultation, de la télécommunication. On a dit que ça pouvait entraîner des suicides, des conduites suicidaires. En tout cas, en Tunisie, on n'a pas remarqué une augmentation du nombre de suicides ces 2 dernières années de Covid, mais on a remarqué une augmentation très importante des tentatives de suicide pendant ces 2 dernières années, surtout chez les femmes. Alors, prendre soin de notre santé mentale, c'est évident. Donc l'OMS a plusieurs fois sonné la sonnette d'alarme pour dire que ce Covid, la première chose qui était affectée, c'était la santé mentale et qu'il fallait absolument faire attention à notre santé mentale qui était aussi à l'origine de plusieurs maladies psychosomatiques. Et la santé mentale, évidemment, comme vous le savez, gouverne la santé physique. En conclusion, donc, un attachement insécure était associé à un plus haut risque d'anxiété et de dépression en période de Covid chez la population de médecins incluse dans notre étude. Et ça, on s'en doutait, on le savait. Donc, nos études nous incitent à l'élaboration de stratégies d'intervention ciblées. Évidemment, je ne peux pas dire que la type basée sur l'attachement serait une solution à mettre en œuvre et à vraiment exploiter pour améliorer la santé mentale de tout un chacun. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Mine. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Moi, j'ai noté des choses que j'ai trouvées vraiment intéressantes. Le fait qu'on s'intéresse aux médecins, je pense que c'est vrai que on parle beaucoup du burn-out, tout ça, des aspects professionnels mais c'est vrai que les médecins, quelque part, ils ont un peu une fonction d'attachement vis-à-vis des patients. Ils les prennent en charge, ils les rassurent, ils prennent soin d'eux. Et c'est vrai que ça alerte sur la nécessité quand on veut soigner les personnes qui
qui sont dans le besoin. Il ne faut pas perdre de vue les personnes qui s'occupent de ces personnes. Tout à fait. Et donc c'est vrai pour les enfants. Vous avez souligné aussi que les enfants dits hyperactifs, souvent c'est en fait des enfants insécures, et que si on aidait un peu les parents, peut-être qu'on n'en arriverait pas là. Donc je trouve ça vraiment très, très pertinent de souligner, de rappeler que les figures d'attachement, ça reste, même si c'est des adultes, des médecins, tout ce qu'on veut, ça reste des personnes qui peuvent aussi être vulnérables et qui peuvent aussi avoir des besoins d'attachement et être aussi en insécurité face à cette difficulté, à la pandémie à titre personnel, mais a fortiori peut-être parce qu'elles sont censées être en charge de tout ce qui se passe. Et du coup le poids est peut-être d'autant plus important sur ces personnes-là. Merci. J'ai voulu insister aussi sur le fait de choisir d'être médecin a certainement un rapport avec notre attachement personnel. Oui. Donc j'aimerais peut-être travailler, d'être soignant tout simplement. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quand vous parlez des troubles anxieux chez les médecins, par exemple, est-ce que vous avez exploré l'anxiété spécifiquement par rapport au Covid, du genre peur d'attraper le virus ou des choses dans le genre, ou bien c'est une anxiété plutôt généralisée? C'était plutôt une anxiété généralisée. C'était une échelle HAD qui explore l'anxiété. Donc c'est une échelle qui explore l'anxiété en général. C'était pas par rapport à attraper le virus. Non. D'accord. Parce que dans les études dont j'ai parlé avant, il y avait souvent cette composante-là chez les insécures, préoccupés, anxieux, peur du virus, quoi, donc j'ai parlé du dégoût, l'aspect, disons, qui est complémentaire, peut-être plus généralisé de l'anxiété. Oui. J'avais si personne veut prendre la parole, je vais bien la prendre. Il y avait aussi, vous avez souligné une recrudescence de violence, notamment à l'égard des médecins. Est-ce que vous avez pu observer dans quelle mesure ça relevait de l'attachement, justement, cette augmentation de la violence? Est-ce que c'est du fait que l'attachement a été un peu contrarié par la pandémie que les personnes sont beaucoup plus à cran J'aurais peut-être une explication, mais c'est une explication qui est personnelle, c'est un peu dans la théorie du complot, c'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'on appartient tous à la même congrégation et que tout ça est secondaire à cette congrégation, et donc le médecin n'est plus, avant c'était une confiance face à une conscience, maintenant c'est une méfiance face à une méfiance, c'est-à-dire qu'on est toujours méfiants les uns envers les autres à cause de ce satané virus, et donc ça a entraîné ce manque de confiance, donc ce manque de relâchement, et dès qu'il y a un problème, et puis dès qu'il y a un décès en particulier, la violence est tout de suite là. Il y a aussi beaucoup de culpabilité, parce qu'ils ont l'impression que peut-être ils ont amené tard leurs patients et que c'est un peu à cause d'eux, donc la culpabilité se transforme en agressivité projectile par rapport à l'autre. C'est l'autre qui n'a pas pu, c'est pas moi qui n'est pas su venir au bon moment. Oui, donc on voit que de se pencher sur cette question, ça a vraiment même des implications institutionnelles au-delà du cas particulier des médecins. Tout à fait. Ouais. Bien. Merci beaucoup. Merci.